Djibala. Je n'ai rien contre Monsieur le Premier ministre, parce qu'il faut respecter les institutions et les personnalités de la République. Nous voulons voir des autorités. 1. Avec quel état d'esprit? 2. Avec quels critères? Tout ça, ça joue. Il ne suffit pas de faire 36 ans au sein de l'opposition, on devient mature politique. Vous êtes sans ignorer, vous et moi, on a vécu des spectacles qu'on ne pouvait jamais vivre. Il y a eu des bagarres, pour ne pas dire la bagarre, mais des bagarres au pluriel, au sein de la primature. Pourquoi? Parce qu'on a remis l'impérium auprès d'une personne qui ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. J'étais collaborateur de Badi Banga. On peut tout dire de Matata Pogno. Je ne suis pas mamponiste. En aucun jour, je ferai partie de la majorité présidentielle actuelle. Jamais. Mais Matata Pogno, le Premier ministre honoraire, c'est quelqu'un qui mérite beaucoup de respect et beaucoup d'honneur. Parce qu'il a donné un sens à cette grande machine. Et aujourd'hui, la primature est devenue même un site touristique. Je suis un candidat président de la République sérieux et valable. Pour votre information, je suis politique. Ça fait 16 ans que je suis dans les milieux politiques. Actuellement, par rapport aux enjeux de l'air, personne n'a une base. 16 ans seulement? C'est beaucoup. Un enfant qui a 16 ans peut déjà gérer la maison au besoin. Et on est bantou africain au village, il peut même se marier, avoir même 1 ou 2 enfants. Ça veut dire que c'est juste une question de prise de conscience. Monsieur Luc, il n'y a personne qui a une base en ce moment. Le peuple souffre. Le peuple n'appartient ni à X, ni à Y, ni à Z. Le peuple appartient à la République. Raison pour laquelle vous voyez, moi, votre frère qui vous parle. Vous êtes de la République. Je suis de la République. Je n'aime pas les termes centristes. Facilitons les choses. Donc, je n'aime pas les termes donc vous êtes républicain. Si vous voulez. Ah, donc vous avez choisi votre camp. Mon camp, c'est la République. Quand je parle de la République, mais les républicains disent exactement ce que vous dites là. Donc ils sont de la République, ils défendent la République, ils mènent une politique républicaine. Voilà. Donc c'est le cas avec vous. Si vous étiez aux États-Unis, vous seriez du parti de Donald Trump. Voilà, vous avez tout compris. Et donc, ici, vous n'êtes pas de gauche, et les républicains sont de droite. Est-ce qu'il y a une logique dans... Tout à fait. Oui. Tout dépend maintenant de la manière dont vous définissez les choses. Mais au moment opportun, je vais réellement me spécifier par rapport à la question, parce que je suis candidat. D'abord, je suis un homme spirituel et des choses, premièrement, pour finir. Je vais dire au peuple congolais que le Dieu qui a créé les ciels et la terre n'a pas oublié les Congolais. Nous sommes en train de passer un moment très compliqué, un moment historique, un moment de médiocrité et de pauvreté. Mais c'est lui qui nous a envoyés sur terre. Il sait pourquoi il a permis tout ça. En fait, on n'a pas commis un péché. C'est tout simplement un moment ou encore une étape de la vie. Et nous allons passer cette étape et le Congo va décoller. Deuxièmement, je me dis, je suis candidat président de la République pour les élections du 23 décembre 2018. Moi, Timothée Lenoir Efika. J'ai besoin de vous, les souverains primaires, parce qu'en fait, je suis le candidat des pauvres. Je suis le candidat des PME. Je suis le candidat des Congolais de l'étranger. Et je suis le candidat des confessions religieuses, avec une vision globale et générale. C'est possible de faire les choses autrement. C'est possible de changer la donne. Je voulais tout simplement vous dire, ne perdons pas espoir. Élection pas élection, nous allons fêter la bonne année 2018 avec une joie immense qui viendra de quelque part. Merci. Perspective se penche naturellement sur des questions de l'heure, mais il les aborde en profondeur. Quelles sont ces questions? On parle de temps en temps, et ces derniers temps, de l'an 1 du gouvernement Djibala. Avec mon invité que je vais vous présenter dans quelques instants, nous allons voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. On parle également de la démission de 2 juges de la Cour constitutionnelle de justice. Il s'agit du professeur Essambo Kangasha et du professeur Banyaku Luapoy. L'autre point de l'actualité, c'est la contestation du fichier électoral et de la machine à voter telle que présentée par la machine électorale nationale, la CENI, par son président Corneille Nangaa. L'autre point de conversation ces derniers temps, c'est la conférence des donateurs
ajoutons humanitaire pour la République démocratique du Congo, une conférence sabotée par les officiels de la République démocratique du Congo. Cette conférence n'a pas fait mieux que 528 millions d'euros avec initialement une ambition située à 1,7 milliard d'euros. Mon invité, il s'agit de M. Timothée Lenoir, EFICA. Il est analyste socio-politico-religieux. Il se dit être ni de la majorité, ni de l'opposition, mais de la République démocratique du Congo. Il est juriste de formation et expert sur la ville de Kinshasa. Il a travaillé avec certaines personnalités qu'on connaît, par exemple M. Boteti, qu'on a tué, vous le savez, et il travaille actuellement avec le visionnaire de Nzete et Kaouka. Il va nous en dire un peu plus. Bonjour et bienvenue, M. Timothée Lenoir. Bonjour, M. Luc. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est une très grande joie pour moi d'être avec vous sur ce grand plateau. Je suis entièrement à votre disposition. Et une fois de plus, merci pour l'opportunité. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, très chers téléspectateurs, c'est qu'en préparant cette émission, M. Timothée Lenoir EFICA m'a révélé ses ambitions. Il va le faire dans cette émission. Il est candidat aux prochaines élections présidentielles. C'est bien ça, M. EFICA? Affirmatif. Timothée Lenoir EFICA que je suis candidat aux élections du 23 décembre 2018. En fait, je suis candidat président. Pourquoi pas? Je me dis que mes connaissant ma valeur, connaissant mon histoire, maîtrisant bien mon parcours, je me dis pourquoi ne pas prendre ces risques, parce qu'en fait, c'est un grand risque. Et quand on est politique, on doit apprendre à prendre des risques. Et j'aime ça. Non seulement je le prends pour un risque, mais je le prends aussi pour une très très belle aventure. Et c'est possible. Tout est possible. Tous on est congolais. Nous jouissons, nous bénéficions des mêmes droits. Pourquoi ne pas postuler? Voilà, je suis candidat président aux élections du 23 décembre 2018 en République démocratique du pays, un pays des rêves. Alors, vous avez parlé de l'aventure. Est-ce que votre candidature n'est pas une aventure au sens péjoratif? Non, ma candidature est une aventure au sens propre. Ça veut dire que je vais surprendre les gens. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je vais. Vous venez de me présenter, je suis analyste socio-politico-religieux et de surcroît, je suis porte-parole du site marial Nzete et Kaouka avec les voyants Raphaël Mingako et Espérance de la Croix, martyr de la vérité. Vous êtes sans ignorer même les cardinals qui est entouré du gouvernement du G8 parce qu'en fait, avec votre permission, qu'il me soit permis, autour du pape, il y a les G8. Ça veut dire les 8 cardinaux qui dirigent l'Église ou si vous voulez le monde. Avec le secrétaire général du Vatican qui fait les G9. Et le seul, l'unique africain, c'est son éminence, le cardinal Monsengo. Voyez-vous sa posture, sa position, mais il est fils du Immaculée Conception, la mère du désarmement, là où la Vierge Marie s'est révélée comme la mère du désarmement en Nzete et Kaouka. Il est avant tout prêtre, voilà. et donc le reste, ce n'est qu'une conséquence logique. Mais il y a quelque chose qui tique, qui intrigue quand on vous voit. Souvent, vous vous faites munir de votre canne. Est-ce que vous pouvez la prendre, cette canne? Oui. Et la montrer aux téléspectateurs? Montrez-la sur le plateau. Si, elle est là. Oui. Ma canne, elle est là. Oui. Ma canne, elle dérange personne. Oui, et je n'ai pas dit qu'elle dérangeait quelqu'un quelque part. Mais est-ce que vous pouvez nous donner la signification de votre canne? C'est tout simplement un signe du pouvoir. C'est un signe de consécration. Non seulement ce qu'il y a en moi, parce qu'il faut avoir quelque chose pour vouloir atteindre ce que moi j'ai comme objectif. La canne, elle est là. Elle représente beaucoup pour moi. Nous sommes heureusement dans le cadre purement politique. C'est vrai, nous allons frôler un peu les spirituels, mais nous ne sommes pas pleinement
dans les spirituels, ça risque de bouger certaines personnes, mais ça dérange personne. Ça dérange Ça personne. dérange personne. Mais dites-nous, votre canne, on vous l'a léguée ou vous l'avez achetée dans un marché ou dans la rue? Ma canne vient de quelqu'un. Quelqu'un de très mystique, qui me soit permis de dire ainsi. Donc ma canne a une signification. Elle est simple, vous pouvez la toucher, tout le monde peut la toucher. Mais quand vous me la volez, alors il faut vraiment s'assurer par rapport aux conséquences. Si, je sais de quoi je parle. Elle vous a été léguée par quelqu'un de très mystique. Très spécial, très mystique. Oui, de quel mystique? Je suis porte-parole d'un voyant. C'est Ninga Minga Kwete. Kwete qui vous a légué cette canne? On appelle le site marial, ça s'appelle le site marial Nzete et Kaoka. Là où la Vierge Marie a apparu. C'est une histoire connue. Vous connaissez très bien l'histoire de Bernadette la Lourde. C'est la même chose avec l'histoire de Raphaël Mingakwete. Sentez-vous à l'aise si vous voulez. Oui, je voudrais tenir cette canne pour essayer. Vous allez permettre, parce que vous envisagez de devenir dirigeant de ce pays. Il y a une statue d'un vieil homme sur votre canne. Mais quand vous parcourez votre canne, il y a quelque part une croix, une triple croix sur votre canne. Et il y a en même temps comme un escabeau sur lequel votre vieillard est assis. Mais le vieillard est coiffé. Il est coiffé d'un chapeau noir. Un peu la toque, comme fut la toque du vieux léopard qui est parti. Est-ce que, je ne continue pas la lecture, est-ce que toute la symbolique de votre canne véhicule un message du pouvoir que vous incarnez ou que vous ambitionnez d'incarner? C'est ce que j'incarne. Si je dois définir cette canne, ça risque de nous prendre toute une journée. Vous avez remarqué qu'il y avait 3 croix. C'est le mystère de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais les 3 ne sont pas morts sur une croix, monsieur. Je sais. Timothée. Je sais. Raison pour laquelle je vous dis, si nous devions entrer en détail pour que j'explique ma canne, ça va demander beaucoup de cérémonies d'ailleurs. Mais ma canne justifie le pouvoir. Ma canne justifie le bien-être. J'ai aimé votre état d'esprit. Au moins, vous êtes un bon historien parce que vous m'avez révélé un point que beaucoup ignorent. Ça veut dire la canne du maréchal Mobutu. On peut tout dire. Mais on a eu un grand léopard qui a dirigé ces pays dont les résultats est visible et palpable. Donc, rien à voir avec l'incarnation du léopard, mais c'est une canne qui a une signification très spirituelle. Voilà. Venons-en à vos ambitions politiques parce que cette émission est une émission d'analyse sociopolitique. Voilà. Vous dites être candidat aux futures élections présidentielles. Avez-vous, j'allais dire, un projet de société si la République en a encore besoin? Justement, je saisis aussi l'opportunité au travers de votre micro pour vous dire que déjà, d'ici quelques jours, donc à la fin de ce mois d'avril, je vais organiser un point de presse avec la presse internationale. Pourquoi pas vous qui êtes des leaders des corps des médias, vous serez là. Je vais expliciter, je vais parler. Mais donnez-nous en 2 mots les grandes articulations de non, les grandes articulations, sincèrement, je peux les dire, il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas amener mon peuple ou encore la population congolaise dans des rêves. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais a besoin du concret. Le peuple congolais a besoin de l'absolu. Mais parce que ce peuple aura tout entendu, aura tout vu. Tout à fait. Aura tout senti. Mais il se demande quoi de neuf viendrait d'un énième candidat à la présidence de la République, comme vous. Est-ce que vous apporteriez quelque chose de nouveau qui puisse retenir l'attention du peuple? Parce que tous ceux qui, avant vous, ont promis ceci ou cela, à la fin de leur mandat, on s'est rendu compte qu'ils n'ont rien fait
Rien du tout. Tout à fait, vous avez raison. Raison pour laquelle je ne veux pas en ce moment déjà parler de mon projet de société ou encore me lancer dans des promesses inutiles. Ça ne sera pas du plagiat? Surtout pas ça. Ça ne sera pas du déjà entendu? Monsieur Luc, je suis en train de vous dire, de vous informer. Vous serez invité à mon point de presse, vous serez bénéficiaire d'une copie de mon projet de société. C'est en ce moment-là que vous comprendrez, ce n'est pas du plagiat, ce n'est pas déjà, du blablabla si vous voulez. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je pense que ma nation, le souverain primaire, mérite mieux. Je suis le candidat des pauvres. Je suis le candidat des Congolais de l'étranger. Je suis le candidat des PME. Je suis le candidat de l'Église catholique. Pourquoi pas? Parce que je suis chrétien catholique. Mais avec une vision générale et globale. Raison pour laquelle j'ai un message. Excusez-moi. Tous pour une république nouvelle. C'est possible de redorer l'image de cette nation. C'est possible, M. Luc, de faire des choses autrement. Aujourd'hui, se faire entourer d'un lobbying, ce n'est pas un sujet tabou. J'ai fait les premiers pas. Je suis en train d'avancer mollo avec ma petite équipe. Au moment opportun, que vous le voulez ou pas, je bénéficierai d'un lobbying. Mais je pense que, M. Luc, mon pays mérite mieux. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation. On nous parle du contrôle technique, qui me soit permis. On nous parle des vignettes. Je ne peux pas interdire aux souverains primaires de payer les taxes et les impôts. Mais nous devions vivre la flèche retour. Qu'est-ce qui se passe? Je veux que tout simplement, le peuple congolais, les souverains primaires, puissent vivre et réfléchir normalement. Et aujourd'hui, on a du mal à survivre. Je sais qu'est-ce que c'est avoir un compte bancaire que vous n'avez rien. Je sais qu'est-ce que c'est manquer un moyen de transport. Je sais qu'est-ce que c'est se réveiller le matin. Vous n'avez même pas l'argent pour acheter un pain pour vos enfants. Je sais qu'est-ce que c'est travailler de surcroît pour la République, ne pas bénéficier, voire même de ces indemnités de sortie. Je sais qu'est-ce que c'est, avoir raison. Mais en allant en justice, automatiquement vous avez tort. Pourquoi? Parce que c'est la loi du plus fort et toujours la meilleure. Je pense que mon pays, la République démocratique du Congo, doit se mettre debout et on peut faire les choses autrement. Il ne suffit pas d'être assez vieux, avoir beaucoup d'expérience. Déjà pour commencer, je ne crois pas aux professeurs, mais je crois à la science. Parce que je me dis que la science existe. Au travers de la science, nous avons l'intelligence et la sagesse. Mais vous me parlerez de quel prof? Quelqu'un qui fait 10 ans, 15 ans professeur, sans livre, sans orientation vis-à-vis de ses étudiants. Vous voyez mon Congo, ma République démocratique du Congo. Ce qui veut dire, nous pouvons faire les choses autrement. Et c'est possible. Et donc, selon vos termes, l'implication du professeur dans votre gouvernement sera négligeable. Je n'ai pas dit ça. Je suis scientifique. Si je suis devenu scientifique, c'est parce que j'ai eu à passer auprès des professeurs. Parlons d'abord du présent. Alors, vous dites, vous ne croyez pas aux professeurs. Je ne... Bon. Ce sont eux qui sont le véhicule de la science. Tout à fait. Mais vous croyez à la science. Avez-vous trouvé des déficits chez les professeurs? Beaucoup. Et vous avez de remèdes à apporter pour que, comme disent certains philosophes, que notre faiblesse se transforme en notre force. Est-ce que vous avez une solution à apporter aux professeurs pour qu'ils soient véritablement professeurs? Parce que, à ma connaissance, beaucoup de professeurs, beaucoup de scientifiques ont beaucoup proposé dans ce pays, mais il s'est posé le problème de l'applicabilité. Pour prendre un seul exemple, la conférence nationale souveraine. Monsieur Luc, dans chaque cas, il y a toujours des exceptions. Ça, vous le savez mieux que moi. Pourquoi je ne crois pas aux professeurs? Je suis Timothée Lenoir Efika. Je suis ni de l'opposition. Je suis ni de la majorité. Je suis de la République. Vous êtes sans ignorer que la République est malade. La République souffre. Pourquoi? Parce qu'à 90% des dirigeants, la plupart sont des professeurs. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon pays? Qu'est-ce qui se passe avec mon pays? Pourquoi il n'y a toujours pas le principe d'applicabilité qui est au rendez-vous? Qu'est-ce qui manque? Raison pour laquelle j'ai saisi l'une de vos questions
quand vous me parlez des professeurs, des éminents professeurs qui viennent de démissionner au niveau de la Cour constitutionnelle. Tout à fait. Je connais personnellement le professeur Essambo Jean-Louis, qui est un père pour moi. C'est ça être un homme, c'est ça être un scientifique. Quand il pense qu'il ne sait pas être bien écouté, quand il pense ce qu'il propose pour l'intérêt de la République ne sait pas être applicable, il se retire. C'est ce que nous attendons de la République de demain, avoir des professeurs dignes des mots, et que quand ils proposent pour l'intérêt d'un devenir meilleur de la nation, une fois que ce n'est pas appliqué, c'est retiré. Nous voulons ça. C'est ce qu'on appelle l'élégance politique. Voilà. Comme vous avez justement touché la question de la démission de ces deux professeurs que je connais, que j'apprécie, parce qu'ils sont valables du point de vue scientifique, quelles seraient, d'après vous, les raisons qui les auraient poussés à démissionner? Pourquoi n'ont-ils pas anticipé pour voir que dans tel contexte, nous, en tant qu'hommes des sciences, il nous serait difficile, sinon impossible, de mettre notre science en application? Non, écoutez, moi je pense que par rapport à cette question, l'approche elle est simple. Ça veut dire qu'ils se sont sentis étouffés. Ils se sont sentis mal à l'aise. Vous ne croyez pas qu'avant d'en arriver là, ils savaient déjà qu'ils seraient étouffés et qu'ils avaient accepté ce poste? Si. Oui. Mais il arrive à un moment, quand ça passe plus, ça veut dire que ça casse. Quand ça casse, on cherche des boucs émissaires. Alors pour éviter, il faut se retirer. Moi, je pense que la décision de nos deux professeurs de la Cour constitutionnelle, sans pour autant entrer dans les méandres, mais je pense, M. Luc, c'est une position ou encore une décision très responsable. Vous savez, il y a une maladie aujourd'hui au niveau de la classe politique. Parce que je suis politique, parlons un peu politique. Ça veut dire que nos dirigeants, parce que quand je parle de nos dirigeants, je parle de la majorité de l'opposition. Parce qu'à ce que je sache, mon pays ne bénéficie pas d'une opposition stable. Ça, vous n'allez pas me contredire. Et aujourd'hui, on manipule les médecins, on veut manipuler même les professeurs, on manipule l'armée, on manipule la police. Et ça devient très compliqué. La République n'appartient pas à une obédience, mais la République appartient au souverain primaire. Nous voulons que les choses se fassent autrement. Aujourd'hui, nous allons faciliter les choses. Les profs Essambo et son collègue, comment dire, il faut préciser que Baniakou sont des éminents professeurs. Et nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous qui raiderons l'avenir de cette nation, nous voulons avoir de tels profs, des gens qui savent dire non. Si au niveau des professeurs, ils savent dire non, alors au niveau des politiques, bien visibles, ils doivent aussi apprendre à dire non. Aujourd'hui, quel est l'objectif? Cap vers les élections. Mais qu'est-ce qui se passe par rapport à ces consensus? On a la majorité, on a l'UNC, on a le MLC. Le souverain primaire n'a pas besoin de tout ça. Le souverain primaire aujourd'hui n'a qu'un besoin, c'est se diriger vers les élections afin de se choisir ses dirigeants. Et ça, c'est la moindre des choses. Alors, là, c'était la question sur la démission des deux professeurs d'université. Mais jusqu'à présent, je le dis, on n'a pas encore su exactement quelle est la raison principale pour laquelle ils ont dû démissionner l'un et l'autre. Alors, le gouvernement Tchibala, 1 an déjà, beaucoup de gens disaient Tchibala fera 3 mois comme Badibanga et puis il partira. Mais en 1 an, Tchibala, au gouvernement, à la tête du gouvernement, quel aurait été, selon vous, le plus grand axe où il a réussi et quel serait l'axe où il aurait lamentablement échoué? Ben écoutez, pour ma petite histoire, je suis collaborateur de Sami Badibanga, donc la machine primature, je sais comment cette machine fonctionne et je pense que le malheur est venu de tous les deux côtés. Ça veut dire quand je parle des deux côtés, je parle de la majorité et de l'opposition. Parce que ça n'écoutait rien aux décideurs de respecter l'accord de Saint-Sylvestre. D'abord, constitutionnellement parlant, tout le monde était hors jeu. Il a fallu qu'il y ait un premier bonus avec les accords de l'OIA. Nous comprenons. Le souverain primaire a fléchi. Après, nous avons eu le deuxième bonus, l'accord de Saint-Sylvestre. Il semblerait que la personne idéale devait être M. Félix Tshisekedi. Il semblerait. Tout d'un coup, on nommait Tchibala.
Quel est le parcours de Tchibala? Je n'ai rien contre monsieur le Premier ministre, parce qu'il faut respecter les institutions et les personnalités de la République. Nous voulons voir des autorités. 1. Avec quel état d'esprit? 2. Avec quels critères? Tout ça, ça joue. Il ne suffit pas de faire 36 ans au sein de l'opposition, on devient mature politique. Vous êtes sans ignorer, vous et moi, on a vécu des spectacles qu'on ne pouvait jamais vivre. Il y a eu des bagarres, pour ne pas dire la bagarre, mais des bagarres au pluriel, au sein de la primature. Pourquoi? Parce qu'on a remis l'impérium auprès d'une personne qui connaît ni les tenants ni les aboutissants. J'étais collaborateur de Badibanga. On peut tout dire de Matata Pogno. Je ne suis pas mamponiste. En aucun jour, je ferai partie de la majorité présidentielle actuelle. Jamais. Mais Matata Pogno, le Premier ministre honoraire, c'est quelqu'un qui mérite beaucoup de respect et beaucoup d'honneur. Parce qu'il a donné un sens à cette grande machine. Et aujourd'hui, la primature est devenue même un site touristique. Vous voyez, c'est déjà un pas de plus. Mais quant à la réalisation de la primature de Tchibala, excusez-moi, je ne vois rien. Si ce n'est que des conflits de famille, des conflits de véhicules, un bureau qui était à 2 personnes, maintenant c'est 8 personnes. Si ce n'est que faire les selfies, je ne sais pas si vraiment la République a besoin des selfies du Premier ministre. Qu'est-ce que le Premier ministre a concrétisé? Merci pour les amis de Lemba. Quelques trous ont déjà été asphaltés, mais n'oubliez pas qu'il y a des routes à responsabilité du gouvernement national et du gouvernement provincial. Et du point de vue concrétisation, dans le vrai sens du terme politique, je ne sens pas l'implication du Premier ministre Tchibala. Et je suis même convaincu, étant politique, j'assume, le Premier ministre Tchibala ne maîtrise rien. Au besoin, il n'est même pas décideur. Et c'est ce qui dérange. Et aujourd'hui, il n'y a pas de tabou au niveau de la primature, au niveau de la majorité. Ils ont compris qu'ils ont présenté auprès du chef la personne qu'il ne fallait pas par rapport aux enjeux. Et voilà. Donc, quant au fonctionnement de M. Tchibala... La semaine dernière, j'ai vu un groupe de femmes se réclamant du RASOP Kassavoubou qui sont allées pour déposer un mémo à l'Assemblée nationale pour demander la démission de M. Tchibala. Est-ce que vous croyez que maintenant, on a besoin d'avoir un autre Premier ministre, ou est-ce que, vous l'avez dit tout à l'heure, cap sur les élections? Non, sincèrement, M. Luc, je vais être honnête, en ce moment, par rapport aux enjeux de l'heure, Tchibala, avec ses incapacités, s'il faut le dire ainsi, mais on n'a pas besoin de changer de Premier ministre. Ça, c'est une affaire de la majorité présidentielle. Non, il faut laisser Tchibala avec ses incapacités. Avec ses incapacités, ses médiocrités. La priorité, c'est son... Non, la priorité, c'est les élections, M. Luc. Parce qu'en fait, pour une fois, je vais ouvrir une parenthèse, après je vais clôturer ma pensée. Le chef de l'État, Kabila, le mois passé, il était en Zambie. Il est allé voir un ancien chef de l'État. Ils se sont salués. C'est ce qu'on appelle en politique l'élégance, l'aisance politique. Si aujourd'hui au conditionnel, c'est possible, le chef de l'État, la première institution de la République, parce que nous devions la respecter. Ce n'est pas aujourd'hui on casse des maisons au nom du chef de l'État. On pille au nom du chef de l'État. Moi, je suis contre ça. Moi, je suis de la République. Et je pense que la République a besoin d'un minimum de considération, surtout par rapport à la première institution de la République, qui est la personne de M. Kabila. Si aujourd'hui, M. Kabila, le chef de l'État, nous amène aux élections et que nous choisissons à nos dirigeants, au besoin, nous allons choisir notre président de la République. Mais que vous le voulez ou pas, M. Lick, 70 à 80%, M. Kabila sera un patriarche parce que rien ne pourra se faire sans lui. Quelqu'un qui a géré pendant 17 ans, c'est pas quelqu'un qu'on peut mettre dehors, qu'on peut balancer comme une vieille paire de chaussettes, jamais. C'est quelqu'un d'une manière, d'une autre, de près ou de loin, on doit faire recours à son expertise. Ça, c'est un acquis. Mais pourquoi la majorité présidentielle n'arrive pas à rendre la tâche facile au chef de l'État? Parce qu'au fait, après tout ça, Kabila a droit à la vie. Monsieur le président de la République, les jeunes, il a droit à la vie. Histoire d'organiser les élections, faire une remise et reprise, il n'a même pas besoin de sortir du pays, il restera comme un patriarche, on fera recours à lui parce qu'il faut faire décoller le Congo. Une fois que le Congo décolle, l'Afrique se met debout. Et le monde est dans les besoins. Vous vous êtes posé la question ici concernant le Premier ministre Tchibala, mais quel est son parcours, et ainsi de suite. Je ne sais pas. Je ne le vois nulle part, excusez-moi. Oui. C'est tout simplement les circonstances de la vie au nom de notre feu papa, Étienne Tshisekedi, paix à son âme, et qu'on a mis Tchibala. Mais vous savez, moi qui vous parle en ce moment, retenez ceci, ça va scandaliser beaucoup de personnes. Si maintenant, on m'appelle Timothée Lenoir efficace. Je suis politique.
J'ai des ambitions parce que j'ai un rêve et j'ai une vision. Je sais ce que je veux. Mais en ce moment, la majorité présidentielle fait appel à moi pour être Premier ministre. Chose impossible mais vraie. Je dirais non. Parce que qui dit les contextes spirituels? Qui dit les contextes physiques? Parce que la vie ne s'arrête pas à la présidentielle, moins encore à la primature. En dehors de tout ça, il y a encore une vie, parce qu'on a droit à la vie. Alors, la question, puisque vous vous êtes demandé quel est le parcours de Tchibala, quel est votre parcours? Mon parcours, je suis venu de quelque part. Je suis parmi les gens qui ont bénéficié de la création de l'Assemblée provinciale. Je suis secrétaire du fait Daniel Botetti, paix à son âme. Il va totaliser 10 ans bientôt, celui qui a été assassiné. Un jeune frère que vous avez eu beaucoup de relations, de bonnes relations. Moi, je vous ai connu à l'Assemblée provinciale. Je les révèle devant caméra. Et j'étais l'assistant du rapporteur de la ville de Kinshasa. Je suis devenu parsec du président de l'ECOFIN de la ville de Kinshasa. J'ai travaillé à la vice-présidence de l'ECOFIN à l'époque avec M. Jean-Pierre Bemba. Dans l'ombre, actuellement que je vous parle, je suis conseiller politique d'un député national, parce qu'un vrai député national est appelé à avoir un cabinet. C'est la moindre des choses. Et voilà, j'ai une histoire. Je suis un expert de la ville de Kinshasa. J'ai participé à la création de la DGRK, de la RATPK, Rimokin, Retranskin, parce qu'en fait, en soi, ce qu'il y a eu en termes de créativité au sein de la ville de Kinshasa sont des merveilles. Mais ça a été conduit, orienté, canalisé par qui? Vous voyez un peu là où les bas blessent. Vous croyez qu'avec le tableau que vous venez de peindre de votre parcours, c'est suffisant, pour prétendre être président de la République? Excusez-moi, mais c'est lui qui j'ai une histoire. Au Congo, ici, il y a des gens qui n'ont pas d'histoire. Il y a des gens qui sortent de nulle part. Nous voulons tout simplement élever les débats pour ne pas citer les noms, parce que la maturité oblige. J'ai une histoire. Je sais qu'est-ce que c'est un courrier. Je sais comment traiter les questions politiques, économiques, sécuritaires et tout. Raison pour laquelle, qu'il me soit permis une fois de plus, vous serez invité dans mon point de presse, vous serez scandalisé. Parce que directement d'entrée de jeu, je commencerai sur la question sécuritaire qui a trait à la défense, à l'intégrité territoriale, parce que ce sont des matières que nous maîtrisons. Mais pour les besoins de la cause, on sait avoir quand même des limites, vous voyez. Alors, vous ambitionnez de devenir président de la République. Vous êtes, de manière informelle d'abord, candidat. Voilà. Bientôt, vous devez aller déposer vos candidatures. Mais il y a eu des conditionnalités pour déposer. Est-ce que vous, monsieur Lenoir, vous remplissez ces conditionnalités-là? Soyez plus clair. Là, vous allez me parler sur la question. Vous allez me parler par rapport à la question sur la nationalité. Non, pas seulement. Il y a des conditionnalités, ai-je dit. Notamment. Les frais à payer. Les frais à payer. Notamment, si on suit, vous l'avez dit, votre parcours, vous n'avez jamais eu une autre nationalité que la nationalité congolaise. Est-ce que votre projet de société dont vous allez nous parler très prochainement sera accepté, ainsi de suite? Est-ce que vous avez une base, ainsi de suite, ainsi de suite? Est-ce que vous remplissez les conditions pour être un candidat président de la République sérieux? Valable, je le suis. Un candidat président de la République sérieux et valable. Pour votre information, je suis politique. Ça fait 16 ans que je suis dans les milieux politiques. Actuellement, par rapport aux enjeux de l'ère, personne n'a une base. 16 ans seulement? C'est beaucoup. Un enfant qui a 16 ans peut déjà gérer la maison au besoin. Et on est bantou africain au village, peut même se marier, avoir même un ou deux enfants. Ça veut dire que c'est juste une question de prise de conscience. Monsieur Luc, il n'y a personne qui a une base en ce moment. Les peuples souffrent. Les peuples n'appartiennent ni à X, ni à Y, ni à Z. Les peuples appartiennent à la République. Raison pour laquelle vous voyez, moi, votre frère qui vous parle. Vous êtes de la République. Je suis de la République. Je n'aime pas les termes centristes. Facilitons les choses. Donc, je n'aime pas les termes donc vous êtes républicain. Si vous voulez. Ah, donc vous avez choisi votre camp. Mon camp, c'est la République. Quand je parle de la République, mais les républicains disent exactement ce que vous dites là. Donc ils sont de la République, ils défendent la République, ils mènent une politique républicaine. Voilà. Donc c'est le cas avec vous. Si vous étiez aux États-Unis,
vous seriez du parti de Donald Trump. Voilà, vous avez tout compris. Et donc, ici, vous n'êtes pas de gauche, et les républicains sont de droite. Est-ce qu'il y a une logique dans... Tout à fait. Oui. Tout dépend maintenant de la manière dont vous définissez les choses. Mais au moment opportun, je vais réellement me spécifier par rapport à la question, parce que je suis candidat. Donc, revenons par rapport à votre question. Monsieur Luc, il n'y a personne qui a une base aujourd'hui. Le marché de l'emploi est maigre. D'après les statistiques du PNUD et de l'UNESCO, sur 100% de la population, 96% sont des chômeurs. Vous comprenez? Donc 96% déjà des chômeurs, personne ne me dira qu'il y a une base. Tout se paye. Tout s'achète ici au Congo. Et nous ne voulons pas ça. Je suis jeune. J'ai l'âge d'Emmanuel Macron. J'ai l'âge de la sagesse. J'ai l'âge du pouvoir de la différence. Et j'ai l'âge de la distinction. Je ne veux pas. Je trouve ça normal. Les jeunes de mon âge qui se fassent acheter, donc louer, payer, comme des chaises dans un deuil. Ça, c'est méchant. C'est ça mon pays. Et nous devons bannir tous ces facteurs-là. On n'a pas besoin de ça. Monsieur dit que nous pouvons faire les choses autrement. Dans mon pays, on ne sait pas respecter la presse. Dans mon pays, on traite la presse comme si on traitait n'importe quoi. On va prendre un simple agent, sans document, venir prendre un grand journaliste comme vous vous mettre au même niveau avec Alain Foucault et tout ce monde-là, on va vous prendre comme ça. C'est ça la République démocratique du Congo de notre majorité. Je ne suis pas venu faire des attaques. Si la majorité se comporte ainsi, c'est parce que nous avons une opposition qui est faible. Et je ne vois personne qui peut parler aujourd'hui, appeler le peuple, les souverains primaires de sortir, sortira. Non. Raison pour laquelle, donnez-nous la chance, nous souverains primaires. Vous avez dit, cap vers les élections. Allons aux élections. Et nous allons traiter la question sur la machine à voter parce que c'est taillé sur mesure. Exactement. Nous en parlons. Voilà. Les contestations pleuvent à gauche, à droite, même au centre. Chez les républicains comme vous, il y a des gens qui pensent que cette histoire de fichier électoral présenté par Corneille Nangaa contient beaucoup d'incongruités, beaucoup d'incohérences, beaucoup de fausseté. La machine à voter, même le pays où on doit la fabriquer dit non, elle risque de donner lieu à des crises post-électorales. Quel est votre avis sur la machine à voter, monsieur Lenoir? J'ai une approche. Je me dis, pourquoi la machine à voter? Parce que ça a été taillé sur mesure pour l'intérêt ou encore les intérêts de la majorité présidentielle. Et au moment opportun, pendant les élections, c'est une question qui va créer beaucoup d'ambiguïté. Ça, il faut s'y attendre. Excusez-moi, vous suivez le football. On a Barcelone, on a Real de Madrid qui doivent jouer pour un objectif bien précis. Je suis ni madrilène, je suis ni barcelonais, j'observe ça de loin, je ne suis pas trop dans ça. Mais je pense, une fois que Barcelone dit que non, M. Luc ne fait pas un bon arbitre pour nous, je pense que ça ne sera pas la raison pour les Madriens d'accepter de changer d'arbitre. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'arbitre qui joue. C'est vous, les deux équipes, vous vous affrontez. Et il est du devoir de mettre un arbitre dont les deux côtés vous mettrez plus à l'aise. Qu'est-ce qui se passe avec la CNI de M. Corneille Nangaa? La machine à voter pose problème. La machine à voter, même aux États-Unis d'Amérique, ils votent par papier. Et le comptage est manuel, qui facilite tout le monde. Et je sais que d'une manière ou d'une autre, nous allons bénéficier de l'appui de la communauté internationale. Ça, c'est un acquis pour qu'il y ait beaucoup plus d'observateurs. Mais pourquoi ça doit déranger? La machine à voter aujourd'hui, ça dérange, dans le sens où les autres ne se sentent pas à l'aise. Tel que moi, je ne suis pas à l'aise. Parce que la machine à voter, une machine, vous connaissez les principes de la technologie, même si je ne suis pas informaticien, mais une machine qui d'office, par rapport à cette manière de voir les choses, automatiquement, il y a un serveur. Et quand on parle du serveur, M. Luc, le serveur a toujours été géré par quelqu'un. La machine à voter, on peut mettre le nom de M. Luc, et à chaque fois qu'on va cliquer le noir, ça sortira Luc, qui gère les serveurs. Donc, bref, pour une fois, je me dis que l'opposition est dans les bons, mais nous ne voulons pas d'une opposition, et qu'à minuit, 1h, 2h du matin, ils vont s'appeler à l'hôtel du fleuve. Il y aura des cagnacs
après la question va tomber. Parce que la CENI doit comprendre une chose. Sous la bénédiction de la majorité, que la décision ne vient pas de l'opposition. La décision vient du souverain primaire qui dit non. Et je suis venu me prononcer au nom du souverain primaire. Nous disons non à cette machine. Si M. Corneille Nangaa, parce qu'il est au-dessus du souverain primaire, l'avenir nous donnera raison. Oui, mais M. Nangaa ne fait pas les choses vaille que vaille. Il dit la machine à voter présente certains avantages, notamment la réduction du coût électoral. Et le président de la République, lors de sa dernière sortie médiatique, a dit que les élections, ça coûte trop cher chez nous. Il faut trouver une formule pour qu'il n'en soit plus ainsi. Alors, la CENI vous propose la machine à voter. Et vous dites non. Mais quand on va aux élections manuelles, vous dites ça prend beaucoup de temps pour connaître la sanction des urnes. Donc, il y a tripotage. Donc, vous ne voulez pas qu'on avance, quoi. Le chef de l'État ne pouvait que faire un tel discours, ce qui est normal. Nous sommes sans ignorer que M. Nangaa, évidemment avec son vice-président, ils viennent de la majorité. Ça, c'est normal. Nous n'allons pas entrer dans ces débats-là. La machine à voter pose problème. Pourquoi la machine à voter pose problème? Soi-disant pour diminuer les coûts. M. Nangaa avec toute son équipe, ils sont venus au palais du peuple, devant les élus. Tout en faisant l'essai, ça a bloqué. Avec cette capacité, intensité du courant qu'il y a au sein, au palais du peuple, ça a bloqué. Chez nous, à Boudjala, à Libeng, à Moueka, à Boma, à Kazangoulou, juste à deux pas d'ici. Parce qu'il y a des sérieux problèmes de courant. À Beni, n'en parlons même pas. À Goma, si vous allez au Lomami, Bazuele, toutes ces histoires-là, ça ne marchera pas. Monsieur Luc, c'est possible que nous revenons à la case de départ, faire des élections, organiser des élections et que nous votons avec des papiers. Juste beaucoup plus des observateurs. Je suis venu vous révéler quelque chose. Je suis politique. J'ai aussi des contacts au niveau des corps diplomatiques parce que c'est important. On ne peut pas faire la politique, rester local. Il faut être international. Je le suis. Pour votre information, mon gouvernement, avec tout son orgueil possible, veut prendre la charge à 100% des élections. Je suis venu vous informer que la communauté internationale n'est ni contre ni pour. D'ailleurs, la décision de la communauté internationale, ils sont d'accord à sponsoriser, si vous voulez, à mettre les moyens, tous les moyens des bords à 100%, afin que la RDC bénéficie des élections libres, crédibles et transparentes. C'est tout simplement la machine majorité qui est entourée des gens animés de mauvaise foi, qui veulent faire les choses autrement. Mais n'oublions pas une chose. Que dit le ciel et que dit les souverains primaires? Ça, c'est un détail que beaucoup de gens ignorent. Et vous serez surpris. Voilà. Quand vous raisonnez, vous faites intervenir très souvent des notions du ciel, des notions difficilement vérifiables. Vous ne trouvez pas que vous êtes dans une certaine incohérence dans l'agir concret et l'agir abstrait? Merci beaucoup. Vous êtes sans ignorer que c'est le spirituel qui dirige le physique. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas venu prêcher, je suis porte-parole d'un site marial. Ça dépend que de moi. Ce qui se passe aujourd'hui. Ça a été prédit depuis 2015. Les voyants Raphaël Mingakote m'a envoyé à la télé pour dire en 2016, il n'y aura pas des élections. Ça veut dire que si c'est force, ça va tout bloquer. Il n'y aura pas de dialogue. Si force les dialogues, ça va bloquer. Aujourd'hui, on a bénéficié pratiquement des deux dialogues et tout a bloqué. Donc, M. Luc, vous êtes sans ignorer que nous ne pouvons rien faire physiquement sans pourtant faire recours à la spiritualité. Et que dit la spiritualité? C'est tout simplement le bien-être de la population. Que dit la spiritualité? Et que les souverains primaires se mettent à l'aise. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et du moment où la voix du peuple dit non à cette machine, ça veut dire le fait que les dirigeants vont faire le forcing, alors attendez-vous à ce qui va arriver. Et nous maîtrisons. Nous maîtrisons les principes spirituels. Nous savons ce qui va arriver. Alors, je voudrais savoir votre point de vue par rapport
à la réticence du gouvernement congolais d'accepter l'aide humanitaire internationale proposée par pas mal d'ONG et les menaces du gouvernement à expulser de la République démocratique du Congo toute ONG qui accepterait cette aide-là. Qu'en pensez-vous? Je ne vais pas aller par 10 000 chemins. C'est une décision irresponsable. Surtout à ces moments. C'est une décision irresponsable. Si je dois parler des Béni, si je dois parler des Bukavu, si je dois parler des Dekasai, si je dois parler du Bandundu, Bas-Congo, ça veut dire une telle décision venant de mon gouvernement. Je me dis, M. Lick, c'est une décision irresponsable. Parce qu'aujourd'hui, la RDC s'enorgueillit inutilement. Sans l'appui de nos partenaires internationaux, nous ne sommes rien. C'est possible de bien recadrer les choses, de bien réorganiser les choses. Pourquoi une telle méchanceté? C'est parce que nous sommes dirigés. C'est parce que nous avons des dirigeants. C'est parce que nous avons un gouvernement qui n'a rien à faire par rapport au bien-être de son souverain primaire qui est la population. Moi, je pense que mon pays, ou encore mon gouvernement, s'il était réellement si responsable que ça, si conséquent, de telles opportunités ne devaient jamais être mises à l'écart. Le Rwanda en a récupéré. Le Rwanda a bénéficié de cela. Si le Rwanda bénéficie de cela, avec tout ce qui est en termes de stabilité au Rwanda, au Burundi, dans d'autres pays d'Afrique, pourquoi pas nous qui n'avons rien? Du moment où de plus en plus, jour et nuit, les marchés de l'emploi ne font que maigrir. Donc vous comprenez, c'est une décision irresponsable de la part de mon gouvernement. Je pense qu'il est grand temps que la majorité comprenne qu'ils ont besoin du souverain primaire qui est la population. Quand vous fermez les robinets, qui pourra donner de l'eau, qui d'office, l'eau c'est la vie, à cette population, que demain vous aurez besoin de soi-disant pour vous voter, parce qu'ils ne vont pas vous voter, ou encore ils ne vont pas vous élire, alors ça ce sont vraiment des erreurs de casting. Parce qu'en fait, ce qui tue les pays, il y a un sérieux problème de casting. Alors, allez-y comprendre, de telles décisions, ça ne peut pas nous étonner. Quand on est politique vis-à-vis d'un gouvernement assez irresponsable, donc de telles décisions vis-à-vis de l'étranger, ça montre que rien n'est étonnant, tout est possible. Alors, je vais vous donner quelques questions auxquelles vous allez répondre. Vous allez les tirer et vous allez y répondre. Vous les lirez, ensuite vous répondrez avant de donner votre mot de la fin, parce que notre émission touche à sa fin. Tirez une question parmi... Je dois choisir entre les deux. Vous choisissez. Ok. Vous la lisez. Si vous devenez président de la République, où allez-vous commencer? Restaurer d'abord l'État. Quand je parle de la restauration de l'État, ça veut dire restaurer d'abord l'armée, restaurer d'abord la sécurité, sécuriser la République. Et quand la République est sécurisée, je crois qu'avec nos faibles potentialités, nous pourrons tenir très longtemps. Je ne vais pas amener la population que je ferai une route à 10 bandes de Kinshasa au Bandundu. On appelle ça dans un bon français, c'est du blablabla. Je ne suis pas dans ça. Mais je pense que mon pays est malade. Au nom de la République, il faut d'abord reconstituer, restituer l'armée. J'explicite bien les termes. Recadrer les choses au niveau de l'intégrité territoriale. Et puis, voir le social. Le social, c'est vrai, ça doit être une priorité. Mais on doit d'abord commencer par sécuriser nos frontières. Je suis Congolais, né, grandi. Une fois nommé, élu président pas nommé en fait, élu président de la République, je ne donnerai même pas un centime à un pays voisin. Mais la question sur la nationalité, dans mon attendement, c'est un débat de caniveau. Je pense qu'on a besoin de tout le monde. Mon pays pour aller de l'avant, parce que le monde, l'Afrique aujourd'hui a besoin de la RDC. Je peux avoir un premier ministre moitié, congolais zambien, je peux avoir un ministre d'État congolais rwandais, le plus important qui est le sang congolais et qui soit conséquent et responsable, ça va apporter un plus pour le bien-être du souverain primaire. Parce que mon combat, c'est la République. Et la République est dans les besoins. Voilà.
Alors, une question en passant. Au cas où vous n'auriez pas la chance de devenir président de la République, qui peut le devenir dans votre observation de la sphère politique actuelle? Qui peut devenir président de la République? Pour des raisons de maturité politique, je ne peux pas citer les noms. Mais je préférerais que ce soit quelqu'un qui vient en dehors du pays. Qui viennent en dehors Qui vient en dehors du pays. Ça veut dire... Un étranger? Pas un étranger. Un Congolais de l'étranger, pour ne pas parler de la diaspora. Je préférerais ainsi, selon mon attendement. Parce que toute personne que je me dis dans la classe politique ici, tout le monde est souillé. Il faut quelqu'un qui n'a jamais touché ni de près ni de loin et que nous lui donnons la chance. Parce qu'en fait, c'est ça la vision du souverain primaire. Alors, nous allons terminer. Vous regardez votre objectif, M. Timothée Lenoir, efficace. Si vous aviez deux choses à dire aux Congolais, deux choses très sérieuses qui vous engagent et qui engagent l'avenir de ce pays, vous diriez quoi? D'abord, je suis un homme spirituel et des choses, premièrement, pour finir. Je vais dire au peuple congolais que le Dieu qui a créé les ciels et la terre n'a pas oublié les Congolais. Nous sommes en train de passer un moment très compliqué, un moment historique, un moment de médiocrité et de pauvreté. Mais c'est lui qui nous a envoyés sur terre. Il sait pourquoi il a permis tout ça. En fait, on n'a pas commis un péché. C'est tout simplement un moment ou encore une étape de la vie. Et nous allons passer cette étape et le Congo va décoller. Deuxièmement, je me dis, je suis candidat président de la République pour les élections du 23 décembre 2018. Moi, Timothée Lenoir efficace. J'ai besoin de vous, les souverains primaires, parce qu'en fait, je suis le candidat des pauvres. Je suis le candidat des PME. Je suis le candidat des Congolais de l'étranger. Et je suis le candidat des confessions religieuses, avec une vision globale et générale. C'est possible de faire les choses autrement. C'est possible de changer la donne. Je voulais tout simplement vous dire, ne perdons pas espoir. Élection pas élection, nous allons fêter la bonne année 2018 avec une joie immense qui viendra de quelque part. Merci. Je vous remercie de tout cœur, Monsieur Timothée Lenoir efficace, et je vous souhaite pleinement bonne chance, bon vent dans vos ambitions. Les philosophes disent qu'il faut toujours rêver et rêver grand. Et vous avez un rêve que vous caressez. Ce rêve peut devenir réalité, mais au cas où il serait devenu une réalité vivante dans notre pays, que cette réalité-là soit pour le bien-être de tous et de chacun. Encore une fois, merci. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois que vous allez vous passer dans cette émission, toujours fidèle à votre canne. Oui. Prochainement, nous serons heureux de vous recevoir. Peut-être que votre canne vous aura inspiré et vous aura transmis quelques messages importants pour ce pays. Nous aurions besoin d'écouter ça. Et les portes de perspective vous sont grandes et ouvertes. Tous mes remerciements à vous, très chers téléspectateurs, téléspectatrices, pour votre fidélité à suivre cet entretien sur Congo Web, la télévision haute définition, comme aime à le dire mon confrère Bobo Samba, la première télévision interactive en République démocratique du Congo. Merci.